Eh bien, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Et nous poursuivons un petit peu notre réflexion autour de la question: la psychologie devient-elle manichéenne? Et aujourd'hui, nous allons voir une troisième partie qui est manichéisme à la Renaissance, donc une période très importante pour la psychologie, puisqu'on peut considérer que la psychologie est née à la Renaissance. Si vous n'avez pas encore vu les parties 1 et 2, je vous invite à les regarder, car il sera très difficile de comprendre cette vidéo sans avoir regardé préalablement les parties 1 et 2. Voilà, et donc pour commencer, je vais vous inviter à voir un extrait du film Galilée ou l'amour de Dieu. Dans cet extrait, vous allez voir une partie très importante du procès de Galilée, qui illustre bien ce que l'historien Redondi a défendu dans son livre sur Galilée, à savoir que Galilée n'a pas été condamné parce qu'il pensait que la Terre tournait autour du Soleil, mais il a été condamné parce que sa théorie contenait des relents de manichéisme. Et cet extrait du procès de Galilée l'illustre très bien. Je vous invite à le regarder de bout en bout, puis je vous rejoindrai après cet extrait pour expliciter le contenu de cet extrait qui est vraiment très important. C'est vraiment historique. Je vous rejoins tout de suite après. C'est donc bien que le système de Copernic est le vrai. Décidément, cette question m'est fréquemment posée. Oui, je pense qu'il pourrait être vrai s'il était démontré. Je pense que nous devons peut-être nous préparer à cette idée. D'ailleurs, vous savez, Copernic n'était pas le premier à le soutenir. Pythagore pensait à peu près la même chose, et Platon, lui-même, à la fin de sa vie. Aristarque de Samos en avait fait l'exposé le plus complet. Et j'ajouterais que pendant les 50 années qui ont suivi la mort de Copernic, personne ne s'est élevé contre cette idée, à part un hérétique, Luther. Vous affirmez votre soumission à l'Église. Or, depuis 20 ans, vous détruisez petit à petit les théories d'Aristote. Pourtant, à travers saint Thomas d'Aquin, ces théories ont été confirmées par le Concile de Trente. Non seulement je ne suis pas un ennemi d'Aristote, mais je me considère comme son successeur. Oui, comme son disciple. Ne manquez pas d'audace. Vous avez détruit sa théorie sur la chute des corps. Vous niez l'immobilité du ciel. Vous suggérez qu'il s'est trompé en mettant la Terre au centre de l'univers. Et vous dites son disciple. Je n'ai pas détruit la théorie d'Aristote sur la chute des corps. J'ai démontré qu'elle était fausse, qu'il fallait lui en substituer une autre. C'est pas la même chose. Je n'ai pas détruit Aristote, je l'ai corrigé. Que voulez-vous dire par corriger? Rien de plus que ce que le mot veut dire. Aristote est la référence scientifique en toutes choses, comme l'a établi le Concile de Trente. En ajoutant que l'interprétation de la réalité physique revient à l'Église et à elle seule. Comment pourrait-on démontrer qu'Aristote a tort? En l'accusant, vous accusez encore l'Église. Vous voulez corriger l'Église? Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous dites? Je suis fidèlement les enseignements d'Aristote et ceux du Concile de Trente. Que disait Aristote? L'expérience est reine, la théorie est toujours subordonnée à l'expérience. Et alors? Alors, j'ai réalisé une expérience qui a montré qu'Aristote avait tort sur la chute des corps, et cela en suivant précisément sa méthode. Il disait que la chute d'un corps était proportionnelle à sa masse, autrement dit qu'un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Mais ça, tout le monde peut le voir. Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Vous croyez? Bien sûr. C'est comme pour l'explication du jour et de la nuit. Vous vous efforcez de nier l'évidence, Galilée. Vous nous prenez pour des simples d'esprit. Et vous nous racontez n'importe quoi. N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. Eh bien, moi, je dis que les objets, s'ils sont quelque peu massifs, tombent tous à la même vitesse, quel qu'en soit le poids, et je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je prends cette boule de papier dans une main, et
cette boîte à sable dans l'autre. Je les lâche en même temps, ils vont arriver au sol ensemble. Vous pouvez recommencer? Très volontiers. Je reprends les deux mêmes objets. Regardez bien. Mais quelle diablerie utilisez-vous? Je n'utilise aucune diablerie. Faites l'expérience vous-même. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Faites un effort, Éminence, je vous en prie. Prenez ce papier dans une main. Et cet objet lourd dans l'autre. Levez-vous, Éminence, s'il vous plaît. Levez les bras plus haut. Et lâchez les objets en même temps. Je comprends pas. Aristote, pourtant, avait fait lui-même cette expérience. Il disait... Le gland tombe plus vite que la feuille de chêne. Exactement. Comment expliquez-vous cette contradiction? Moi aussi, les observations d'Aristote m'ont longtemps troublé. J'ai réfléchi longtemps, car j'étais persuadé que si j'expliquais cette contradiction qui existe entre ses observations et les miennes, je découvrirais une loi fondamentale de la physique, si Dieu le voulait. Depuis 2000 ans, personne n'avait contredit Aristote sur ce point. Je me trouvais intimidé, comme devant une montagne. Et puis un matin, j'ai eu tout à coup une illumination. Je m'écriais « Eureka !» Oui, comme Archimède. J'ai trouvé, Aristote avait oublié une donnée essentielle, la résistance de l'air. La feuille de chêne est plate et légère. Lorsqu'elle tombe, l'air agit sur elle pour l'empêcher de tomber. Tout comme l'air agité qu'on appelle le vent entraîne la feuille à volter. Le gland, lui, au contraire, est compact. L'air n'a pas de prise sur lui ou très peu. Sa chute est libre. Alors le poids n'a aucune influence sur la chute? Aucune. Et pourquoi cela? Cette question a occupé mon esprit pendant 3 ans. Voici ce que je crois avoir compris. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de 2 principes, de 2 forces qui s'opposent. D'un côté, la force d'inertie, qui fait qu'un objet au repos tente à y rester, et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. Ça, tout le monde le sait, pas la peine d'y réfléchir pendant 3 ans. Les objets lourds sont plus difficiles à déplacer. Je n'ai jamais essayé de déplacer un éléphant, mais il doit falloir pousser fort. Bien sûr, plus ils sont lourds, moins ils bougent. Mais d'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité. Force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour ça que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. Alors d'après vous, un éléphant et une figue, par exemple, tomberaient à la même vitesse? Mais oui, la force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue, parce qu'il est plus lourd. Alors les 2 forces s'annulent. Mais oui, les 2 forces s'annulent, et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Votre raisonnement est difficile à suivre. Plus encore à croire. J'ai fait l'expérience plus de 1000 fois. Vous voulez que je recommence? Non, ce n'est pas la peine. Je n'aurais jamais découvert ce phénomène sans l'aide de Dieu. Il nous a donné le goût de la vérité. Et en même temps, il nous la cache. Il a fondé les lois de la nature en utilisant le langage secret qu'on appelle les mathématiques. Mais c'est à nous de découvrir ces lois et de déchiffrer ce langage. C'est la recherche scientifique qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Voilà. Donc là, vous venez de voir cet extrait. Et peut-être avez-vous déjà remarqué en quoi
Galilée ici parle d'une théorie manichéenne. Il parle de deux forces opposées qui régissent l'univers. Donc, ce qui est reproché à Galilée, en résumé, c'est d'être pour Copernic, qui a repris les idées de Pythagore et Platon, qui étaient dualistes et idéalistes, et ces idées ont été exposées par Aristarque de Samos. Et d'être contre Aristote, soutenu par saint Thomas d'Aquin et le Concile de Trente. Aristote qui était à l'époque la référence scientifique quasi absolue de l'Église catholique et un petit temps du protestantisme. Mais le protestantisme a trouvé une parade qui a été reprise ensuite par le catholicisme, c'est de séparer strictement la religion de la science. Alors, peut-être il y a des avantages à cette idée, mais en tous les cas, personnellement, un des avantages que j'y vois, c'est que désormais, il était possible de dire à peu près n'importe quoi en matière religieuse, sans se soucier de le démontrer scientifiquement. Alors, Galilée est-il manichéen? Donc, je reprends simplement une citation que j'ai tirée de cet extrait que vous venez de voir. Le fait que le poids n'ait aucune influence sur la chute est le résultat de deux principes, de deux forces qui s'opposent. Et je rappelle que c'est là l'idée de base du dualisme ou de ce qui est appelé également le manichéisme. D'un côté, la force d'inertie qui fait qu'un objet au repos tend à y rester et que plus il est lourd, moins il bouge facilement. D'un autre côté, nous avons ce que j'appellerais la force de gravité, force mystérieuse qui attire tous les objets à la surface de la Terre vers les profondeurs terrestres. C'est pour cela que les objets tombent. Et plus ils sont lourds, plus ils tombent vite. Mais la force d'inertie est là qui les freine, les retient. Et plus ils sont lourds, plus elle les retient. La force d'attraction de la Terre s'exerce plus fortement sur l'éléphant que sur la figue parce qu'il est plus lourd, mais dans le même temps, la force d'inertie s'exerce également plus fortement sur l'éléphant que sur la figue parce qu'il est plus lourd. Les deux forces s'annulent et la vitesse d'un corps quand il tombe ne dépend pas de sa masse. Alors ici, il reste à savoir si ce principe universel qui régit tout l'univers concerne, oui ou non, l'âme humaine. Toute la question est là. Alors tout d'abord, je vais développer l'idée de Galilée qui va avoir des répercussions sur, on va dire, le principe des satellites. Donc, il y a un univers régi par deux forces antagonistes. Ici, cet ovale un petit peu grossier, j'en conviens, pourrait représenter la Terre. On prend un objet quelconque, et donc, pour cet objet, il y a une force d'attraction qui l'attire vers la Terre, et une force de répulsion qui l'éloigne de la Terre. Ce que Galilée appelait force de gravité et force d'inertie. Lorsque l'objet est en dessous de ce que j'appellerais la ligne satellite, c'est tout de même la force d'attraction qui domine, et donc il finit par tomber sur la Terre. Lorsque l'objet est au-delà de la ligne satellite, ce que j'appellerais la ligne satellite, c'est la force de répulsion qui domine, et l'objet est chassé loin de la Terre. Lorsque l'objet est exactement sur la ligne satellite,
les forces d'attraction et de répulsion se neutralisent complètement. Et alors, à ce moment-là, indéfiniment, l'objet tourne autour de la Terre. C'est le principe des satellites. C'est ce que fait la Lune depuis peut-être des milliards d'années. Et donc, c'est le principe du système solaire. Ici, c'est une vieille représentation du système solaire. On sait que maintenant, les cercles que dessinent les planètes sont moins ronds que sur cette représentation, mais le principe reste le même. Il y a une force d'attraction et de répulsion qui attire les planètes autour du Soleil et qui en même temps repousse ces planètes autour du Soleil, ce qui font que indéfiniment ces planètes tournent autour du Soleil selon toujours un parcours qui ne varie pas. Alors, ce qui est vrai pour le système solaire est également vrai pour les atomes. Les atomes, il y a un centre autour duquel des particules circulent toujours à peu près à une égale distance. Et le principe des atomes, c'est ce qui permet à la matière de se transformer. Rappelez-vous ce que disait Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si on prend deux corps, par exemple, je pourrais prendre hydrogène et oxygène. Ces deux corps sont composés d'atomes. Et s'ils étaient de substances uniques, comme le pensaient les opposants à Galilée, aucune transformation ne serait possible. Ces corps resteraient toujours identiques et séparés. Du fait de ces deux forces, force d'attraction et force de répulsion, une transformation est possible. Et en effet, dans certaines conditions environnementales, les atomes, la force de répulsion peut dominer et les atomes se disperser. Puis, dans d'autres conditions environnementales, la force d'attraction peut à nouveau dominer et les atomes se rassembler, mais ils ne se rassemblent peut-être pas de la même manière. Par exemple, les atomes, les corps d'hydrogène et d'oxygène peuvent se rassembler à un autre corps tout à fait différent de l'hydrogène et l'oxygène, qui est l'eau, qui est composé d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et ainsi, du fait à la fois de la présence d'atomes, à la fois du fait du jeu harmonieux des forces de répulsion et d'attraction, la matière se transforme continuellement, comme l'a démontré Lavoisier. Et maintenant, toute la question est de savoir, est-ce que ce principe peut s'appliquer à l'âme humaine ? Et donc, peut-être le premier psychologue s'appelait Rodolphe Goclenius, l'Ancien, donc un savant de la Renaissance, qui, pour la première fois, utilise le mot psychologie. Et dans son ouvrage, qui date de la Renaissance, il donne un titre à son ouvrage, qui est celui-ci. En latin, bien sûr, la psychologie, c'est-à-dire ce qui concerne la perfection de l'être humain. Alors, la question est de savoir si l'être humain tel qu'il est, c'est tel qu'il est. Il n'y a pas de transformation possible.
ou si l'être humain, parfois en l'ignorant, a un potentiel qu'il pourrait développer. Si l'être humain donc pourrait se transformer jusqu'à une certaine perfection. Resterait à définir cette perfection. Et donc, cette idée, dès qu'elle a apparu, a posé problème. Donc, Glauquenius a été forcé par toute une série de manœuvres à revenir à l'aristotélisme, donc qui dit que l'être humain, il est tel qu'il est, on ne peut pas le changer. Et son maître à penser, qui était Pierre de la Ramée, eh bien, lui a été purement et simplement assassiné. Donc, ce n'est pas une idée qui était la bienvenue, qu'on a permis de se développer et de voir ce qu'elle aurait pu donner. Donc, cette idée a disparu pour revenir chez Carl Gustav Jung, un psychiatre suisse, qui, dans L'homme à la découverte de son âme, schématise l'âme de cette manière. Donc en fait, comme un système solaire. Il y aurait un centre autour duquel tournent des forces opposées. La première force serait, les deux premières forces seraient la haine, force de répulsion, et l'amour, force d'attraction. Que les êtres humains soient sujets à la haine et à l'amour, tout le monde est d'accord. La question est de savoir est-ce que les êtres humains doivent développer uniquement le sentiment d'amour et faire tout ce qu'ils peuvent pour réprimer, détruire le sentiment de haine, ou s'il ne serait pas mieux pour les êtres humains de rechercher une harmonie entre ces deux forces antagonistes qui sont l'amour et la haine. Donc, en l'être humain, on peut trouver d'autres formes antagonistes, on peut même en trouver peut-être à l'infini, une force qui pousse les êtres humains à se rassembler avec ses semblables, une force qui le pousse à s'isoler, une force qui le pousse à se construire de l'intérieur de lui-même, ou une force qui le pousse à se construire par l'exemple extérieur à lui-même, ou l'apport extérieur à lui-même. Il y aurait la tristesse qui s'opposerait à la joie, le sentiment de peur qui s'opposerait au sentiment de sécurité, le sentiment de colère qui s'opposerait au sentiment d'apaisement, ou de paix, tout simplement, etc., etc. L'être humain est pris entre des forces antagonistes. La question est de savoir est-ce qu'il faut harmoniser ces forces ou privilégier certaines forces en réprimant les autres. C'est tout le débat qui a agité la Renaissance, qui a disparu pour réapparaître à un moment donné, pour redisparaître, et réapparaître bien dans ces derniers temps. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous trouverez ici les références du film dont j'ai présenté un extrait. Vous trouverez ici la référence de l'image de l'âme selon Carl Gustav Jung que j'ai présentée. Une bibliographie pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je recommande, c'est un petit peu parti pris bien sûr, de lire mon livre pour ceux qui veulent approfondir ce genre de questions. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.